Bonsoir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence débat Mythes et réalités du réemploi proposée par le GPE, le groupe environnement de la SI à Genève. Le GPE, ce sont des architectes, des ingénieurs et un géomètre qui s'engagent, nous voilà, qui s'engagent à promouvoir les bonnes pratiques environnementales dans nos métiers, en proposant notamment des conférences et des visites sur ces thématiques. Ici illustrées deux des dernières, d'une part, visites au Data Center Infomaniac et une conférence débat qui ont eu lieu l'an dernier. Je passe la parole à Monsieur David Martin, ingénieur en environnement, associé du bureau DAC. Bonne conférence et bonne soirée, au plaisir de vous retrouver après pour l'apéritif. Merci. Merci beaucoup Sylvia pour ton mot d'accueil. Donc moi je suis le petit nouveau du GPE et je suis allé à une réunion du GPE et j'en suis ressorti avec la mission d'organiser une conférence sur le réemploi. Voilà, pour vous dire à quel point on est bien accueillis dans ce groupe. Conférence que j'ai co-organisée avec Stéphane Fuchs, que vous connaissez certainement, qui a eu cette belle idée d'un titre accrocheur qui est Mythes et réalités du réemploi. Vraisemblablement, ce titre a bien marché parce que vous êtes extrêmement nombreux. On a eu 330 personnes qui se sont annoncées entre les inscriptions pour la salle et les inscriptions en ligne, parce qu'il y a aussi un accès Zoom. Voilà. Donc on a un peu la pression pour cette conférence. Et puis en même temps, avec le magnifique casting qu'on a rassemblé ce soir, je suis confiant que vous passerez une soirée très intéressante. Pourquoi mythes et réalités? Pourquoi ce titre? Eh bien parce que le réemploi, on en parle beaucoup. En tout cas, si il s'agissait de mesurer l'avancée du réemploi en observant le flux LinkedIn, on aurait l'impression qu'il n'y a presque plus que du réemploi dans la construction. Donc il y a certainement un effet de mode. Mythe aussi parce qu'il y a un certain nombre de légendes urbaines qui circulent sur le réemploi, typiquement pour dire mais en fait c'est des cacahuètes, ça ne fait pas la différence, ou bien il y a des problèmes de garantie, ou c'est trop cher, etc. Et donc l'intention de cette conférence, c'est de jeter un coup de projecteur sur les réalités du réemploi, qui n'en est plus à ses balbutiements, je pense qu'on peut le dire. Il y a énormément de projets maintenant qui voient le jour. Certains parlent du fait que les maîtres d'ouvrage commencent à avoir un certain réflexe d'introduire cette partie-là dans leurs projets. Les filières sont en train de commencer à s'organiser. Il y a un CAS qui a été ouvert à l'EPFL et lancé tout récemment. Donc voilà quelques indications d'un réemploi qui évolue. Un casting de choc, donc, je vous l'ai annoncé, avec des intervenantes et des intervenants issus à la fois des institutions publiques, de la recherche, du terrain, des projets. Donc le casting de ce soir, on aura donc d'abord Maud Jacot, donc du programme SIG Eco 21, qui est responsable de la solution bâti bas carbone. Benoît Séraphin, ensuite, avec un regard de la recherche, qui est donc lui architecte, collaborateur scientifique à l'EPIA. Morgane Bigonnet, architecte au sein de l'association Materium, responsable de projet. Puis Tania Zayn, architecte chez Phase Architecte. Et enfin, Julien Paté, ingénieur civil, bureau 2401. Donc voilà les intervenants et intervenantes de ce soir. Et puis, je voulais, maintenant que les présentations sont faites, en savoir un petit peu plus sur vous qui êtes dans la salle, avec un petit sondage. Qui, dans cette salle, est comme moi, ingénieur en environnement? Levez la main. On est rare, hein, ça je savais, mais je commence par là. Architecte paysagiste? Peu. Ingénieur civil? Architecte? Voilà. Voilà, ça fait presque peur.
Qui travaille dans une institution publique, dans le privé, et puis au sein des entreprises de construction ou fournisseurs. D'accord. Donc on peut en déduire, vous n'avez peut-être pas tous vu les mains, mais qu'il y a un beau mélange de professions et de fonctions, mais avec quand même une majorité assez nette de mandataires architectes. C'est très bien. On espère que vous partirez avec plein de bagages pour vos projets. Donc, dans le programme de la soirée, on va enchaîner 5 présentations. Et puis, on aura du temps pour les questions à la fin des 5 présentations. Donc, gardez vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Et un micro circulera dans la salle. Et puis, si tout va bien, avec une petite marge de tolérance que je vous demande, on aura donc un apéro qui sera servi autour de 20h30. Donc, voilà pour le programme de la soirée. Bienvenue encore à toutes et à tous. Et sans plus attendre, je passe la parole donc à Maud Jacot du programme ECO 21 de SIG. Alors, bonjour à tous. Effectivement, vous êtes très nombreux. Ça fait plaisir que ce sujet-là éveille l'intérêt. Alors, effectivement, aussi le cadrage sur la réalité du réemploi, elle n'est pas forcément alignée avec le nombre de posts ou de hashtags qu'il peut y avoir sur le sujet. Mais pour autant, c'est quand même une réalité qui est plus qu'émergente. Donc, l'objectif là de ce que je vais vous présenter, c'est de vous expliquer en quoi est-ce qu'on ne peut plus dire que c'est simplement émergent. Le premier cadre, alors mon rôle ici, c'est de vous présenter le cadre. Moi, je suis SIG, programme ECO 21. On est là pour soutenir justement les actions de transition écologique et plus spécifiquement en ce qui me concerne, de mettre en place des accompagnements, de la maîtrise d'ouvrage, de former les architectes et les métiers du bâtiment à ces nouvelles pratiques. Un cadre qui est venu se positionner depuis le 1er janvier 2025, dont vous êtes certainement au courant, c'est la loi de protection de l'environnement qui a évolué, et en particulier un article 35J qui mentionne très clairement le réemploi, comme le réemploi d'éléments de construction dans les ouvrages, comme une possibilité d'être exigé à l'échelle de la Confédération. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on n'est pas sur un cadre justement qui est contraignant, c'est une ordonnance, c'est une loi, pardon. La loi qui va vraiment venir cadrer le métier et le réemploi, en tout cas à Genève, c'est cette nouvelle réglementation qui est issue du vote des articles 117 et 118 de la LCI. Ces 2 articles ont mentionné visent à minimiser l'empreinte carbone des projets de construction et de rénovation d'importance. Et quand on parle d'empreinte carbone, dans ce contexte-là, on ne parle pas du poids carbone de l'énergie consommée en exploitation par les bâtiments, mais bel et bien par la matière qui est mobilisée pour les travaux. Les 3 leviers qui sont inscrits dans la loi, le premier qui est mentionné, c'est celui justement du réemploi. Donc privilégier dans la mesure du possible le réemploi des matériaux existants, à défaut des matériaux de construction recyclés et enfin ou à faible empreinte carbone. Le règlement d'application de cette loi, il a été adopté le 15 octobre 2025, donc c'est très récemment. Il y a un guide d'application qui a été publié aussi par la même occasion. C'est l'Office cantonal de l'énergie qui est responsable de la mise en application de cette loi. Et donc, il connaît le carbone aussi déjà sous l'angle de l'énergie d'exploitation et qui intègre ce sujet-là maintenant dans les demandes en autorisation pour le sujet de la matière. Et en quoi ça consiste ces obligations ? Le premier, c'est ce qu'on appelle un concept bas carbone. Un concept, c'est vraiment une stratégie. C'est le requérant va devoir justifier qu'il a étudié les leviers d'optimisation carbone cohérents de son projet, donc par ordre d'importance, ça lui est imposé. Non pas qu'il va être imposé de trouver une solution, mais il va devoir démontrer en fait la raison pour laquelle il n'a pas réussi à apporter d'optimisation sous cet angle-là. Tous les projets de l'État vont être soumis à cette obligation à partir de janvier 2027. Donc pour les architectes qui sont concernés par des projets de l'OCBA, mais l'ouvrage va devoir être déposé en DD à partir de janvier en conformité avec ces obligations.
Et puis 2029, c'est tous les maîtres d'ouvrage, donc privés comme publics. Là où il y a aussi une nouveauté dans cette loi, c'est qu'il va devoir respecter, en fait, un projet va devoir respecter des valeurs seuil. Ces valeurs seuil, elles sont issues de la SIA 390-1, la voie du climat, qui justement établit en fait quelles doivent être on va dire les tendances et les seuils qui doivent être respectés dans le temps pour obtenir, en fait, pour atteindre une neutralité carbone dans le secteur du bâtiment, soit horizon 2040, et là on parle des valeurs ambitieuses, ou 2050, les valeurs de base. Donc on retrouve cette référence aux valeurs de la SIA dans le règlement. Voilà, donc l'objectif de la loi, c'est véritablement de pouvoir intégrer des critères dans les demandes d'autorisation de construire et de valider ou non des dossiers selon ce critère du carbone matière. Le premier levier qui est mentionné, là je le répète parce qu'on parle de l'objectif et je reviens sur la première description, c'est le réemploi. Donc vraiment, c'est en fait non plus un mythe, mais une réalité, en tout cas au sens de la loi, puisque le réemploi va devoir être étudié et le non-usage du réemploi va devoir être justifié. Ce règlement, il décompose par lot un projet. Donc on a les 2 premiers lots qui touchent aux structures aériennes et structures souterraines. Le 3e sur l'enveloppe, le 4e les aménagements intérieurs fixes, et le lot 5 sur les installations techniques. Ce slide-là, il était important pour moi aussi de vous montrer en termes de proportion ce que représente en fait l'empreinte carbone de la matière dans un projet et sa répartition par lot. Évidemment, les 2 premiers lots, donc la première ligne, c'est la construction neuve. Les 2 premiers lots, c'est quand même les 2/3 du poids carbone du bâtiment aujourd'hui. Mais les lots techniques ne sont pas du tout à la traîne. Donc les installations techniques représentent quand même entre 15 et 20%. Ici, on a dû faire des arrondis pour le schéma, donc vous trouvez un 15%. Mais ça peut devenir très conséquent à partir du moment où il y a de la régulation, des sensors de partout pour les ombrages, etc. Donc ça peut vite monter. Et puis pour la rénovation, c'est un lot qui monte à 40% de contribution à l'empreinte carbone du projet. Donc il faut sortir de l'idée que tout ce réemploi ou toute cette approche matière et carbone doit se limiter en fait à des aspects marginaux. On ne peut pas faire sans en fait considérer l'ensemble des lots d'un projet de construction ou de rénovation. Une autre évolution qui a eu lieu, c'était l'évolution de la 430 sur la limitation et la gestion des déchets de chantier, qui a vu apparaître en fait aussi un merit order sur la considération de la matière, et qui est tout à fait pertinent quand on le regarde sous l'angle du carbone et du réemploi. Le premier, c'est la conservation, on ne touche pas, et ensuite le réemploi. Vous avez aussi des processus et une demande en termes de recommandation de mettre en place un plan de réemploi. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la loi Genève. C'est un plan d'orientation et un plan d'action réemploi qui va devoir servir de justificatif par le requérant. Alors là, je parle de la partie opérationnelle. En 2021, on a lancé les premiers accompagnements des maîtres d'ouvrage au réemploi au sein du programme ECO21. Avec le soutien de Materium, on avait formalisé en fait le processus d'accompagnement. Et puis ce processus, en fait, il a rencontré réellement beaucoup de succès. On a mis en place une formation, on a formé des partenaires, des gens qui vraiment se sont mis à pratiquer sous des angles très différents le réemploi. Et on en est venu à devoir consolider en fait cette approche qui devenait de plus en plus diversifiée, de façon à avoir à la fois un côté de préparation, toute la planification qui est essentielle et qui est formalisée dans un plan d'orientation, donc qui fixe les ambitions du maître d'ouvrage. Et puis le plan d'action qui permet de formaliser comment est-ce que ces ambitions vont être réalisées et les objectifs vont être tenus. Ce plan d'action, il est demandé au requérant, donc en fonction des échéances que je vous ai montrées, mais il va être demandé au requérant pour justifier du réemploi sur le projet. Et on formalise tout au long du processus SIA, entre autres, le rapport final qui sert à justifier en fait de la mise en œuvre de ce réemploi.
Pour Eco21 aussi, ce qui avait été important et qui continue à l'être, c'est de pouvoir soutenir ce processus-là au travers d'incitations financières. On a mis en place des subventions pour les phases amont SIA 11 à 33 pour pouvoir vraiment renforcer la mise en place d'objectifs très en amont. Des subventions aussi des phases plus donc d'exécution, de préparation à l'exécution et d'exécution, pour avoir une enveloppe globale de 20 000 francs selon l'ambition du projet et des coûts éligibles. Et on a aussi fait monter en compétences avec 2 types de formations, un coordinateur qui a vraiment un rôle de chef d'orchestre du réemploi sur les projets, et puis des spécialistes, puisque ça devient aussi un métier un vernis, on va dire, ou une spécificité qui s'intègre au métier des différents mandataires d'un projet. Donc on a développé le second œuvre, la structure et CVSE, pour pouvoir justement mieux accompagner la réalité de ces projets. Et enfin, une petite rétrospective de ce que ça veut dire le réemploi en termes d'accompagnement, pour vous dire non plus que c'est pas un sujet à la marge, en tout cas pour nous, c'est une des solutions d'accompagnement qui a le mieux fonctionné chez Eco21. Alors quand on dit c'est le mieux fonctionné, c'est qu'on a vraiment un intérêt qui a été très clairement, qui s'est concrétisé, puisque les accompagnements, ils sont croissants depuis le lancement 2021. Et aujourd'hui, alors pourquoi on plus croissant, c'est que plus il y a de monde et plus il y a de retours d'expérience et plus on arrive en plus à formaliser ces retours d'expérience, les partager et faire monter en compétence les autres. Donc aujourd'hui, c'est un réseau de partenaires avec des profils très variés, des ingénieurs jusqu'aux architectes, pour répondre aux enjeux du maître d'ouvrage sur n'importe quel type de projet. On a 53 entreprises partenaires Eco21, 63 professionnels qui sont formés et 49 projets en cours. Vous avez ici 2 QR codes pour retrouver la liste des partenaires qui sont labellisés et en capacité de venir justement soutenir vos projets sur la partie réemploi. Et si vous souhaitez être formé, on a aussi un programme de formation. C'est des formations qui sont gratuites. Voilà. Merci beaucoup, Maude. Comme je l'ai dit, donc gardez vos questions, notez-les dans votre tête, on les prendra à la fin. On enchaîne donc avec la présentation maintenant de Benoît Séraphin, qui est collaborateur scientifique à l'EPIA, architecte de formation, et qui va nous donner un éclairage venu de la recherche. Bonsoir à toutes et toutes. Tout d'abord, merci au GPE de nous avoir invités en tant que laboratoire d'environnement, climat, énergie et architecture à l'EPIA. Je suis là pour vous présenter 2 recherches qui ont été menées sous la houlette de Lionel Rinquet, présent ce soir, avec le partenariat de l'HEI-GVD et pas mal de collaborateurs de terrain pour avoir des retours d'expérience en l'occurrence. On a eu Soreva, Materium, SIG, FTI qui nous ont accompagnés tout au long de notre travail et qui nous ont permis de faire des vérifications concrètes. 2 petits mots très rapides. REMCO, c'est un état des lieux du réemploi en Suisse romande durant ces 5 dernières années et quelles conclusions on peut en tirer. Matloop, c'est une proposition d'outils d'accompagnement à l'élaboration de filières, en l'occurrence, de réemploi. Bien que les dernières décennies, on ait travaillé, en l'occurrence, à réduire l'empreinte carbone de l'exploitation des bâtiments, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un 2e poids carbone tout autant conséquent, qui est celui du carbone embarqué. On remarque en Suisse, en l'occurrence, c'est le poids le plus élevé de la construction, avec 173 millions de tonnes de CO2 prévues aux accords de Paris. Il s'agit, ce graphique en l'occurrence, c'est une présentation du budget carbone pour la Suisse à viser 2050, dans l'idée de ne pas excéder les montants qui sont présentés ici. Grosso modo, il nous reste aujourd'hui à dépenser de ce budget 30% de ce qui a été consommé depuis les années 90. Donc il nous faut dorénavant agir sur ce carbone embarqué que vous avez ici, en particulier à travers le réemploi. Alors, bien qu'il s'agisse d'une pratique qui est millénariste, le siècle dernier l'a quelque peu abandonnée. Donc il a fallu aller à la rencontre de celles et ceux qui l'ont pratiqué, qui s'y sont essayés
et dans des conditions de construction, de marché, de respect des normes actuelles. Ça, c'est la centaine d'entretiens qu'on a, en l'occurrence, produits avec des personnes issues de tout statut qui ont œuvré sur le réemploi. Ils nous ont fait remonter un certain nombre de freins et de leviers. Alors, rien de très étonnant, hein. Le premier frein qui est sauté aux yeux, c'est la question d'un certain préjugé par rapport au réemploi. Qu'il s'agisse des maîtres d'ouvrage, qu'il s'agisse des architectes. Et il a fallu, en l'occurrence, dépasser un petit peu ça. Le frein réel, la plus grande partie des échecs à la mise en œuvre du réemploi, c'est l'inadéquation du phasage. Ça, je laisserai en l'occurrence Morgane et Tania vous en parler un petit peu mieux que moi, puisqu'ils ont travaillé dessus. On a différents points de levier par rapport à ça, et ces points de levier reposent principalement sur les volontés. On s'aperçoit que si on a un maître d'ouvrage, un architecte qui sont extrêmement volontaires à tirer le projet, ils arrivent à outrepasser les freins qui ont été mis en place. Enfin, les faux freins, justement, qui sont mis en place. Pour les accompagner, aujourd'hui, on a les institutions qui, tout doucement, mais très sûrement, se mettent en place. On le voit avec la présentation que vient de nous faire Maud, en l'occurrence. On a réalisé donc une centaine d'entretiens avec des acteurs du réemploi, tous statuts confondus, qui nous ont permis de documenter en tout une vingtaine de projets, dont 5 particulièrement, que vous voyez ici, qui ont été passés au crible de différentes analyses, en particulier sur la mise en œuvre, sur la logistique, sur des comparatifs coûts et carbone. C'est ce dont je vais vous parler. Donc, pour faire un bref résumé, on a phase avec le jardin alpin et en l'occurrence le réemploi de dalles de béton. On a le bureau d'Etling et Pelléro pour la FVE sur le réemploi d'éléments préfabriqués béton, sur le réemploi de couverture en tôle, sur le réemploi de charpente en BLC. On a le bureau de la coopérative d'architecture sur l'habitat communautaire de Denan pour le réemploi d'anciennes solives qui ont été aboutées ensemble pour faire, enfin aboutées si j'ose dire, assemblées plus qu'autre chose, pour faire une dalle bois. Ils ont aussi travaillé sur le réemploi de seconde œuvre, principalement sur les sanitaires. La maison Vaudagne du bureau BCR, également pour une mise en œuvre de béton en dallage, sur un autre modèle que celui qui était présenté par phase. Et puis, quelque chose de crucial quand même sur le canton de Genève, qui est le réemploi de terres d'excavation, puisqu'on sait tous que c'est un point relativement bloquant, qui nécessitait un petit peu d'avancement. Concernant les mises en œuvre, il s'avère qu'on a besoin d'un petit peu de volonté de la part des différents acteurs, parce qu'on n'est pas sur des modèles systématisés pour le moment. Il n'y a pas de langage propre au réemploi, bien qu'il soit en cours de développement. Il n'y a pas de modèle, bien que là aussi, il y a un certain nombre de protocoles qui se mettent en place tout doucement. Les mises en œuvre ne sont pas plus complexes, elles nécessitent juste un peu plus de main-d'œuvre que ce à quoi on est habitué, en l'occurrence. On va noter 2 bémols principalement sur la mise en œuvre. Un premier, du downgrading, donc du sous-emploi. C'est cette idée que pour un même module ou un même élément architectural, on va l'employer en dessous de ses capacités pour court-circuiter la plupart du temps des normes qui sont contraignantes. Et le second, qui est lié à celui-ci, c'est l'impossibilité à comparer à du neuf, parce qu'on est sur des mises en œuvre qui sont à chaque fois différentes, qui ne sont pas les mises en œuvre du neuf. Et donc, nous, pour des analyses, ça a été un petit peu difficile. Il a fallu comparer à l'usage plus qu'à la quantité de matière ou à la mise en œuvre de ces matières. On a pu analyser différentes typologies de réemploi allant d'un système qui est interne in situ. Donc, on est sur un maître d'ouvrage qui va posséder la matière et qui va la traiter sur son site, quelque part éventuellement la plus facile, à l'externe ex situ déphasé. Cette idée qu'on va avoir justement une passation de la matière qui va passer par un tiers. Donc ça veut dire des contrôles, ça veut dire des validations, ça veut dire des stockages, ça veut dire pas mal d'anticipation. Mais finalement, ces 2 modèles qui sont les 2 extrêmes ont été les plus valides à nos sens, sachant qu'on a rencontré beaucoup de modèles
basé sur l'ex situ simultané, avec toute la complexité de devoir coordonner à la fois le chantier de déconstruction et le chantier de construction, sans phase intermédiaire. Donc c'est celle qu'on a éventuellement le plus écartée. Concernant les analyses environnementales, ce que vous avez ici, c'est des graphiques récapitulatifs réalisés par l'HEI-GVD, qui tentent à démontrer que l'estimation moyenne de 20% du neuf qui a été réalisée par la SIA 390/1 est relativement juste. Alors, on a des points sur lesquels il faut rentrer un petit peu plus en matière, par exemple le réemploi des tôles acier, où on excède très largement cette valeur-là, ou les questions du béton. Ce que vous voyez ici, c'est la documentation des cas de figure que je vous ai présentés au préalable, et vous pouvez les retrouver sur les fiches, en l'occurrence, de REMCO. Concernant le coût financier, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un coût de la main-d'œuvre qui est plus conséquent. Bien sûr, on est en Suisse. Rien de très étonnant à cela. Mais il vient contrebalancer le coût du matériau. Coût du matériau souvent faible, coût du matériau régulièrement donné, qui est aussi une économie de la mise en décharge pour le maître d'ouvrage régulièrement. Ou une vente à moindre coût qui serait le coût du démontage. Le marché étant, ceci dit, relativement récent, je pense que Julien Pathé vous en parlera un peu plus que moi, les coûts sont en train d'évoluer à une vitesse incroyable. On est sur des données qui ont 2 à 3 ans et on s'aperçoit que pour le sciage du béton, eh bien, on n'est déjà plus dans ce tiers-là. Pour s'appuyer un petit peu sur ces données, on a été faire des relevés in situ. On s'est basé sur des inventaires qui ont été publiés par Materium. On a eu la collaboration de la CPEG pour inventorier leur parc via l'outil Reusi. On a Soreva qui nous a apporté un certain nombre de données via leur outil Reusi également, pour se rendre compte de quelle était la réalité du parc immobilier qu'on avait à disposition. Ce qui en ressort, c'est que l'habitation, bien que ce soit le modèle le plus présent du parc bâti aujourd'hui, ce n'est pas le plus intéressant pour le réemploi. Ce qui va nous, en tout cas, relever notre attention, ça va être les locaux industriels, ça va être les locaux de bureaux, simplement parce que les matériaux, ils sont beaucoup plus bruts, que les mises en œuvre, ils sont plus simples, les matériaux sont plus accessibles, et que prochainement, tout simplement, à Genève, on va avoir le PAV qui va devenir éventuellement un gisement à proprement parler. Enfin, pour terminer, dans le cadre de Matloop, cette idée où on a produit de la donnée en vue d'accompagner des filières, l'HEI-GVD a réalisé un certain nombre d'études sur les matériaux les plus récurrents qu'on a pu rencontrer tout au long de ces analyses de gisement. Et il en ressort ce que vous voyez ici. Je ne vais pas vous le détailler particulièrement. La donnée est en ligne ou sera en ligne prochainement sur le site de l'EPIA. Ce que vous voyez, c'est le coût carbone du réemploi comparé à la solution neuve, avec à chaque fois le delta qui est l'économie de CO2. Étude réalisée sur les matériaux les plus récurrents, je vous disais, faux plancher technique, bardage métallique, panneaux photovoltaïques. La petite surprise, enfin, qui n'est pas une surprise, c'est le bois. Sachant que finalement, aujourd'hui, on peut réemployer du bois légèrement plus cher en termes de coût carbone que du bois neuf, ce qui nous donne cette valeur négative. Bien réfléchir à comment on met le bois en œuvre, parce que si on ajoute des cols, si on ajoute des éléments métalliques, on vient clairement péjorer tout le travail qu'on a fait sur le réemploi. À documenter le parquet, le second œuvre, les cuisines. On a certains éléments qui sont assez criants en termes d'économie, puisque finalement on a des chiffres qui sont relativement hauts par rapport au comparateur. Je termine juste en vous disant que tout ce que je vous ai raconté est disponible en l'occurrence sur le site de l'EPIA. Pour REMCO, on a déjà plusieurs publications. Pour Matloop, les publications sont à venir dans les mois qui viennent, publications publiques. Et enfin, je vous laisse les contacts des collaborateurs de l'EPIA, ayant pour ma part fini ma mission au sein de l'école. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Benoît. Vous avez vu, j'essaie de les presser un peu
pour rester dans le temps. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation. Je passe donc maintenant la parole à Morgane Bigonnet, qui est donc architecte et responsable de projet chez Materium, et qui va partager son expérience. Si je peux. Bonsoir. Alors, on m'a demandé de vous parler des évolutions des métiers et des filières de réemploi. C'est un vaste sujet. J'ai pris le parti de le faire sous le spectre de Materium en retraçant un peu l'histoire ou on va dire l'évolution de cette association que vous connaissez certainement toutes et tous. Si c'est par là, donc David m'a présenté, donc je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder plus longuement là-dessus. Donc Materium, c'est une association qui a été créée en 2014 autour d'un projet de ressourcerie à vocation plutôt culturelle en réalité. Donc pendant plusieurs années, elle a récolté principalement et pratiquement que ça, des matériaux qui venaient de musées, de théâtres, d'écoles d'art notamment, ou issus de particuliers. Et sa clientèle était à l'image de ça, donc principalement des artistes, des étudiants, des particuliers. Donc il y avait assez peu d'enjeux, on va dire, sur les questions de matériaux. Et puis, à partir de 2019-2020, elle a commencé à s'intéresser véritablement aux questions des matériaux de construction, qui sont en réalité la majeure partie des déchets qui sont produits encore aujourd'hui en Suisse. Donc un gros morceau. Et ça s'est fait, entre autres, sous l'impulsion de demandes issus directement du milieu de la construction, notamment des démolitions, qui sont venus chercher Materium en leur demandant de les accompagner et de créer des prestations pour valoriser les matériaux issus de ces opérations de démolition. En parallèle de ça, elle a commencé à toucher un petit peu à la recherche. Il y a l'OFEV qui lui a demandé de réaliser une étude sur un état des lieux en fait, des pratiques de réemploi sur le territoire suisse, qu'elle a réalisé en partenariat avec SALSA. Et elle a monté des ateliers de sensibilisation qu'elle a financés grâce au GESDEC. Et à la suite de ça, des formations, donc, comme Maud l'a évoqué, en partenariat avec les SIG Eco21 qui sont venus nous chercher pour monter ça. Et toutes ces choses-là ont un peu alimenté, on va dire, les prestations qu'on a réalisées. Ce qui fait que c'était un peu notre porte d'entrée, et c'est encore aujourd'hui notre porte d'entrée dans nos accompagnements, c'est qu'on fait un peu plus de la sensibilisation, de la formation. On essaye de faire en sorte, de convaincre, d'essayer d'ancrer des pratiques nouvelles en fait, dans les cadres de projets. Parmi les exemples de ces premiers mandats que j'ai évoqués, il y a la caserne des Vernets, qui est un exemple assez emblématique, sur lequel on a réalisé on a monté une ressourcerie sur site. Là, c'était plutôt des matériaux, c'était des matériaux de construction à proprement parler, mais le public, ou on va dire les débouchés qui ont été plus proches en fait de la clientèle que l'association avait jusqu'ici, donc des artistes, des particuliers, des personnes un peu, donc des choses un petit peu en marge, on va dire, du monde de la construction, quoi. Un autre exemple un peu emblématique, c'est Pictet. Donc, Benoît a évoqué la deuxième vie des solives en bois de ce bâtiment-là. Donc, ce projet-là, il est important aussi parce que c'est la première fois qu'on a adressé les questions de matériaux et qu'on a trouvé des débouchés pour des projets de construction à proprement parler. Pour autant, on restait dans cette dynamique de trouver un repreneur. Et une fois qu'on avait trouvé ce repreneur et qu'on avait réalisé un don ou une vente, ça sortait de nos mains. Donc c'était aux équipes de projet de s'emparer, on va dire, de toutes les thématiques techniques qui découlaient de ce réemploi. Donc ces mandats-là nous ont poussé à développer des prestations d'inventaire, un peu dans la lignée de toutes les études qui ont été faites au niveau européen. On s'est doté de nouveaux outils, notamment d'une base de données, d'un outil d'inventaire qui nous a permis de réaliser de manière plus systématique et efficace, si j'ose utiliser ce terme, des inventaires. On s'est aussi doté d'une boutique en ligne pour pouvoir diffuser, trouver des repreneurs. Cette boutique,
On y trouve à la fois des éléments qui sont stockés chez nous, mais en réalité, pour l'instant, on travaille essentiellement à flux tendu, et c'est pour ça que la diffusion était particulièrement importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'espace pour stocker tous les matériaux qu'on inventorie, et on ne préconise pas de déposer l'ensemble de ces matériaux-là au sein des constructions pour les stocker dans des espaces en ne sachant pas ce qui va advenir de ces matériaux-là. Donc la boutique en ligne, c'était un point un peu stratégique dans ce sens-là, parce que ça nous permet de rendre visible de la matière qui n'est pas encore déconstruite. Voilà. Et le dernier point de ces prestations-là, c'était la coordination des dépôts et des reprises. On s'est essayé à certains moments aussi, de manière un peu plus marginale, à faire de la dépose soignée nous-mêmes. Voilà. On le fait encore de temps en temps. Grâce à notre réseau de membres, on a une trentaine de membres environ qui viennent un peu de tous horizons. Il y a des architectes, mais il y a aussi des artisans, des artistes, etc. Aujourd'hui, on agit vraiment un peu sur toutes les phases SIA. Les réflexions sur les prestations, puis la mise au point, on va dire, de ces prestations-là ont pu être possibles, entre autres, grâce au SIG Eco21, parce que ça nous a forcé à réfléchir à tout ça. Et donc aujourd'hui, on a à peu près le même type de prestations que Maud vous a évoqué, mais pas exactement pareil, puisque nous, on a vraiment la casquette un peu sur tout, et on ne fait pas encore vraiment de distinction entre les spécialisations, structures, etc. Mais donc, dans les premières phases, on fait ce qu'on appelle un plan d'orientation, donc qui va tourner plutôt autour de ce qu'on appelle un pré-inventaire, et l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie réemploi, et de pouvoir essayer d'embarquer tous les mandataires et toutes les équipes de projet dans la démarche, en fait, dès le début de ces opérations-là. Ensuite, on a les prestations de plan d'action qui sont un peu le cœur. C'est par là qu'on a commencé. On réalise des inventaires détaillés. On va identifier les opportunités qu'il peut y avoir sur le marché pour des débouchés, mais aussi pour l'approvisionnement, et essayer de formaliser un peu les engagements des maîtres d'ouvrage, etc. Mettre en place des paramètres pour pouvoir orienter les choix de projet une fois qu'on a un peu étudié tout ça. Et ça va donner lieu ensuite à la rédaction des appels d'offres pour les entreprises. Ensuite, on va passer du coup vraiment dans la phase d'exécution, où là, on va pouvoir avoir un accompagnement sur tout ce qui est réemploi sur site, réemploi hors site, avec tout ce que ça implique dans la chaîne, la dépose soignée, le stockage, et puis la repose éventuellement, ou la vente. Avec ces questions subsidiaires et importantes qui sont y a-t-il besoin de reconditionnement, si oui, lequel, qui va le réaliser, y a-t-il des entreprises qui sont en capacité aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux solliciter une entreprise classique, entre guillemets, pardon, il faut que j'aille plus vite. Un sanitaire, par exemple, ou est-ce qu'il faut trouver un acteur spécialisé. On fait aussi de l'approvisionnement, donc ça c'est une thématique qui est assez particulière, on a du mal à la vendre, entre guillemets, et on ne sait pas trop comment impacter les coûts de cette recherche de matériaux pour l'instant, donc c'est pour ça qu'il y a des prestations complémentaires. Et pareil, tous les enjeux d'achat qui sont assez peu commun, on va dire, dans les projets de construction, ou en tout cas, on a l'habitude plutôt de les déléguer aux entreprises, en fait, de construction. À côté de ça, toutes ces dynamiques-là nous ont un peu obligés aussi à faire évoluer nos prestations de fourniture de matériaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi une ressourcerie. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on rentre en interaction, comment est-ce qu'on peut fournir des matériaux dans le cadre parfois de ces projets, mais aussi à l'extérieur. Donc on se retrouve un peu à la croisée de la ressourcerie et des services. On reçoit aujourd'hui des sollicitations d'entreprises totales et générales qui expriment souvent un besoin d'accompagnement dans le suivi des opérations, vraiment de réalisation, donc ça rentre dans les cahiers des charges, mais voilà, dans le reporting aussi de la valorisation, mais aussi l'identification parfois de savoir-faire adéquat. Par exemple, ici on avait des panneaux de revêtement intérieur, l'entreprise générale qui était mandatée avait demandé à son entreprise de démolition de faire un test de dépose qui était arrivé à la conclusion qu'il fallait casser
un panneau sur 2. On a contacté un tailleur de pierre qui lui est arrivé et a réussi à sauver quasiment l'ensemble du gisement. Voilà. Donc il y a un enjeu de savoir-faire aussi qui est grand au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, on est capable d'essayer on a essayé de consolider des opérations, quelques opérations comme ça, où on fait de la fourniture de matériaux, où on essaye d'être équivalent au neuf. Il y a des enjeux de garantie, etc. Ça, c'est un exemple où on a, l'année passée, fourni plus d'une centaine de cuvettes de toilettes qui dataient de 2009. Et on a opéré toute la chaîne logistique et on a consolidé une offre de fourniture de matériaux pour le maître d'ouvrage. On travaille aussi en parallèle sur les questions des filières. Donc en Suisse, il n'y en a pas. Je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas. Il y a des choses un peu embryonnaires et nous, on travaille depuis plusieurs années sur une première filière qui est la filière des luminaires. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui que c'est une filière. Par contre, on a réussi à mettre au point, notamment avec un projet, un protocole qui nous permet aujourd'hui de mener une étude en fait, et de pouvoir réaliser du rétrofit de luminaires avec toutes les questions que ça comprend en termes d'assurance, de garantie et puis technique. Comment est-ce qu'on répond aux normes? Est-ce qu'on répond à toutes les normes auxquelles est-ce qu'il faut décider finalement de déroger ou de ne pas trouver des manières de les contourner? Voilà. Donc pour conclure, à notre échelle, nous, ce que je trouve de notable, c'est qu'on a dû passer, et on doit continuer à passer ça, c'est un peu d'une posture de conviction par la sensibilisation à une posture d'expérimentation, donc accompagner ces projets-là dans la réalisation. Donc on dit à nos maîtres d'ouvrage, on pense que ça c'est réaliste, et en réalité on n'est pas toujours certain que ça va effectivement être le cas. On a de façon générale un marché qui est encore balbutiant, mais on voit quand même une multiplication de l'intégration de ces thématiques dans les cahiers des charges. On reçoit des sollicitations de la part de concours, il y a dans les cahiers des charges des mandataires, les entreprises, c'est ce que je disais. Et les ressourceries sont en train, ou certaines, pas toutes, il y en a qui ont fermé, évoluent pour essayer de répondre aux nouveaux besoins et offrir des prestations de fourniture qui soient à la hauteur en fait, des enjeux du marché de la construction. Et on voit émerger, j'avais oublié cette petite ligne, plusieurs projets de montage de filières spécialisées, mais à ce stade, c'est encore assez embryonnaire et on est plus proche de la mise au point de chaînes logistiques et de processus. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous invite tous et toutes, le 6 mars, à venir nous rejoindre au pavillon Cycli, où nous fêterons nos 10 ans. On organise des conférences, des tables rondes, une ressourcerie éphémère sur site. Il y aura des ateliers et des criers aux matériaux. Donc, si vous avez des matériaux que vous recherchez ou pour lesquels vous cherchez des débouchés, amenez-les. Enfin, en forme d'inventaire, bien sûr. Merci. Un grand merci, Morgane. Donc, vous avez noté la date. Donc, moi, je disais, c'est plus des balbutiements, peut-être encore un peu balbutiant. On n'est pas tout à fait d'accord. On pourra en débattre tout à l'heure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis maintenant, j'invite donc au micro Tania Zayn, architecte au sein du bureau Phase Architecte, pour aussi un partage d'expérience de ces projets. Bonjour, bonsoir. Effectivement, vous êtes bien nombreux. Merci au GPE de l'invitation. Donc, David et Stéphane, quand on a fait le premier Zoom, m'ont demandé de faire un retour d'expérience dans notre pratique au sein de Phase Architecte. Donc, pour commencer, on a choisi de vous mettre quand même une image qui fait référence à l'histoire, parce que finalement, dans l'histoire de l'architecture, le réemploi a été une habitude pragmatique, aussi économique. Au début du XXe siècle, on utilisait ce qui était là et on le réassemblait d'une autre manière. Dans le siècle passé et les 50 dernières années, on est passé à une autre pratique. Alors, next.
où maintenant on est face à des quartiers en transformation, on densifie nos villes sur la ville, donc ce sont des questions qui sont évidemment avec une évidence écologique et de protéger, de garder notre territoire à plus grande échelle, mais la question se pose aussi sur ce renouvellement. Est-ce qu'on arrive à aussi conserver une partie de ce qui existe déjà pour ne pas perdre toute histoire et référence à ce qui préexistait? Je vais vous parler d'un projet spécifique qui est un projet que l'on a mené avec la CODA. Donc, c'est un projet qui se trouve dans un plan de quartier de la ville de Lancy. Le PLQ initial date de 2013. C'est une époque où la tabula rasa était un petit peu dans ce PLQ-là. Il y avait à peu près une dizaine de maisons qui avaient été imaginées, détruites les unes après les autres. On vient d'un tissu qui est plus équivalent à ça. La pièce C a été déjà construite et quand la CODA nous a contactés, le désir était de réagir avec une transformation de ce PLQ pour conserver la maison préexistante de la maison Lens. Cela nous a mené à travailler avec l'Office de l'urbanisme, la commune, les voisins, pour trouver une nouvelle morphologie, conserver la maison multifamiliale et garder aussi, conserver une trace de l'histoire, mais tout de même répondre à la demande de la densification. Donc, partir de ce qui est là, densifier, mais réagir pour pouvoir permettre, donc le premier réemploi étant la matière déjà présente sur site. Le réemploi selon les phases SIA, l'idée est d'intégrer le réemploi dans les premières réflexions, donc en phase de définition du projet, de commencer à suggérer l'usage du réemploi, de valider et l'engagement du maître de l'ouvrage dans ce travail-là et d'aller en s'affinant. On a repris ici un schéma des phases SIA de la SIA Vaud qui explique un peu cette évolution du travail plus fin que l'on peut également coller à la réflexion du réemploi, où les choses vont en s'affinant et en se définissant au fur et à mesure du travail du projet et dans l'exécution. Ici, une image du projet de la CODA où nous avons essayé d'intégrer, de construire autrement, de supposer des attentes de matériaux qui vont se suggérer et venir alimenter le projet selon les gisements que l'on allait trouver. Donc plusieurs tentatives avaient été évoquées. Donc on est dans un projet qui est encore en processus. Des dallages qui seraient utilisés pour des paliers, des structures en acier, des bardages de façade, des planchers, toutes sortes d'évolutions qui essaieraient d'aller au-delà des limites et des freins, donc d'éviter les démolitions qui, comme on sait, transforment la matière en lui enlevant ses qualités, ne permettent plus de les réutiliser, d'éviter la pollution et d'aller en avant des problèmes de stockage et de quantité de déchets, avec parfois aussi des intentions de réemploi avec
des impossibilités vu les réglementations qui nécessitent aussi la décharge importante du verre, par exemple. Sur l'expérience dont parlait précédemment Benoît, le projet du jardin alpin, la recherche de gisements qui avait été accompagnée de l'étude de Célia Kupfer du laboratoire SXL à l'EPFL avait fait cette réflexion donc, que tant qu'on est dans un rayon de 500 km, ça vaut toujours la peine de travailler avec des éléments réemployés. Donc, sur le travail que l'on fait sur le projet de la CODA, nous avons commencé à réagir sur des propositions qui se trouvaient à des échelles régionales. Ici, une proposition qui était sur les sites de Materium, de cette déconstruction du dalle de parking à Lausanne, proposée par Materium, qui suivait la déconstruction de ce parking pour les CFF. Donc il s'agit pour le moment d'un appel à candidature. On attend encore de savoir si on aura la chance de pouvoir avoir ces dalles. Mais ces dalles ont été intégrées à l'étude du projet, redimensionnées, adapter les portées sur la ressource. Et après, avec les études de nos mandataires, pour bien calculer la faisabilité de la structure et l'adaptation de la logique structurelle. Dans une échelle plus régionale, nous avons aussi récupéré des parquets qui ont été déposés précautionneusement et aussi une étude sur la découpe. Il s'agissait de parquets massifs de 25 mm. La problématique était aussi le chauffage au sol, donc de permettre le passage de la chaleur du chauffage au sol. Donc nous avons étudié l'idée de le délimer en deux et de pouvoir du coup faire plus de surface sur le projet. Du coup, toutes les parties de parquet seront faites avec ces parquets récupérés sur la démolition des bâtiments à Lancy. Et aussi, c'est un aller-retour entre l'opportunité quand on trouve un gisement et le projet et l'avancement du projet. Sur la parcelle elle-même, il sera, donc on n'est pas encore à ce stade-là, mais dans nos réflexions, nous intégrons aussi la valorisation, on en parlait, des terres d'excavation qui seraient soit valorisées sur place, soit proposées sur des plateformes d'échange qui existent, comme terre à terre. L'abattage des arbres présents sur site serait aussi utilisé dans les projets. La protection aussi du vivant fait partie des précautions qu'il faut aussi prendre avec l'existant. Et peut-être, avec une revalorisation, peut-être un criblage sur site permet de travailler sur des fonds de fondation ou de fond de dalle. Et puis, ça nécessite toujours la dépose soigneuse et l'inventaire des bâtiments qui préexistent sur le site. Donc, toutes ces démarches mènent à amener la mémoire du site, mais aussi la mémoire de l'architecture régionale dans les projets ici. Donc, une esquisse d'un des troncs qui serait récupéré de la parcelle qui est intégrée dans le projet de la coopérative. Voilà. Un grand merci Tania pour cet éclairage donc, du réemploi à l'échelle d'un projet architectural. Donc, on a entendu passablement d'architectes. Maintenant, on va entendre un ingénieur civil, Julien Paté, donc du bureau 2401,
avec plusieurs retours de projet. Merci. Effectivement, on parle tous du réemploi. Et puis, si vous êtes là, c'est justement pour voir un peu des cas concrets, un peu débattre. Est-ce que c'est des mythes? Est-ce qu'il y a des réalités derrière ce réemploi? Alors, je vais commencer la présentation par des exemples de réemploi structurel. Moi, je suis ingénieur civil, donc je vais me focaliser sur le réemploi de structures. Je travaille au sein du bureau 2401. On est à Genève et Lausanne et à Montreux, spécialisé en construction durable. Et puis, le deuxième volet ici, c'est projet de déconstruction. J'en parle un peu moins dans la présentation, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourra aborder pendant les questions. Comment est-ce qu'on aurait besoin aussi finalement de phases pour ces projets de déconstruction. Et puis en deuxième partie de présentation, on va parler un peu de standardisation de la filière, mais ça sera plutôt sur le béton en l'occurrence. Alors on commence avec des exemples. Je vais parcourir, il y a assez peu de texte. Je vais balayer des exemples. On va voir quels ont été les freins et puis les leviers éventuels en fait, qui ont permis de rendre ça opérationnel ou non. Donc là, on est sur un mur de soutènement ici qu'on voit en damier. Donc le mur de soutènement, il a été fait à partir de blocs de réemploi qui étaient anciennement des dalles de réemploi. Si j'avance ici, on voit techniquement, enfin constructivement un peu mieux comment c'est réalisé. Donc on voit ici qu'on a fiché des éléments de béton ici dans des profilés métalliques. Et puis, comme c'est des éléments qui ont été pris à l'intérieur, il a fallu les protéger. Béton normalement conçu différemment si c'est du béton qui est à l'intérieur ou du béton qui est à l'extérieur. Et du coup, là, le choix a été fait, alors c'est un parti pris architectural, on peut faire différemment, mais de protéger les faces ici avec des couvertes métalliques, et puis les parements de béton ici sont aussi protégés avec un revêtement qui va éviter qu'on ait dans quelques années des éclats de corrosion dus aux armatures. Alors, ces éléments viennent de ce projet de déconstruction. Vous avez peut-être déjà vu passer des photos de ce projet. Nous, c'est le premier gros projet de déconstruction qu'on a eu. Et ce projet, en fait, il a été initié quelque part par l'entreprise de construction Steiner, qui est une entreprise totale sur le projet, puisqu'ils étaient propriétaires de la parcelle, et c'est eux qui conduisaient à la fois la démolition de ce bâtiment et la construction d'un nouveau bâtiment. Et ça facilite, dans le sens où, quelque part, on a un seul interlocuteur qui va pouvoir maîtriser à la fois tous les flux de déconstruction et puis la construction du nouveau projet. Donc le fait d'avoir un seul acteur quelque part qui pouvait chapeauter le tout a facilité ce projet de réemploi. Et puis en fait, au sein des équipes quelque part de Steiner, il y avait quelques ingénieurs qui étaient particulièrement motivés. Ils avaient conscience qu'ils allaient démolir ce bâtiment, mais ils voulaient faire quelque chose de durable. Ils ne savaient même pas à l'époque que c'était du réemploi ou quoi, mais ils avaient vraiment cette volonté d'aller un peu plus loin, de proposer des choses. Et ça, on a vraiment pu s'appuyer dessus. Et puis, ça a fait aussi écho à notre volonté de faire de la construction durable chez 2401. Et voilà, on l'a déjà évoqué dans d'autres présentations, mais il faut, au début, pour faire démarrer les choses, un peu plus d'engagement que nécessaire. Et je pense que c'est un des leviers ici qui a permis de faire marcher ce projet. Alors voilà, on a vu un des exemples, mais dans ce projet, on a déconstruit et puis on a construit 4 autres projets. Il y a vraiment cette volonté aussi de faire une démonstration de tout ce qu'on peut faire à l'aide de réemploi du béton. Un autre projet ici qu'on fait avec le bureau Geiling-Rickling à Lausanne, mais le projet est à Yverdon. Ici, on a les anciennes tribunes on a les tribunes de l'ancien hippodrome d'Yverdon. Il n'y a plus d'hippodrome, mais il y a toujours les tribunes. Elles datent de 1930. C'est un vieux bâtiment en béton. Et puis là, on ne fait pas de réemploi, mais disons qu'on le préserve. Et on le préserve en juste apposant un autre bâtiment qui permet en fait de redonner une scène aux tribunes ici et puis de réexploiter tout ce qui est les volumes en fait qui sont en dessous. Donc c'est des locaux qui sont pour la jeunesse d'Yverdon. Et alors moi je vais me concentrer un peu plus ici. Donc là on a une structure qui est relativement simple et qui a un bon terrain d'action quelque part pour du réemploi structurel. Donc ici on a des piliers métalliques. Pour faire justement cette toiture qui sert de nouvelle scène, on va avoir une structure primaire faite avec des profilés métalliques sur lequel on va mettre des chevrons. Je pense que vous les voyez juste ici, les chevrons en bois. Et puis finalement on fait la couverture avec un plancher bois. Et donc on a dû aller chercher tous ces matériaux qu'on a trouvé finalement assez facilement sur un même site qui est prévu pour des constructions, qui est déjà démoli en réalité, qui est un site industriel de Nestlé à Vevey. Et puis là, j'ai juste pris une photo et on voit
cette petite structure en fait, qui servait à faire des mezzanines pour des bureaux dans ce grand volume. En fait, on voit ici des piliers métalliques et puis on voit les poutres métalliques dont on s'est servi. Et les planchers sont faits avec le bois en fait, qui va nous servir pour faire les planchers. Alors ces planchers-là, on les retrouve là. Donc on avait demandé à l'entreprise de démonter, ça a été relativement facile. C'était juste vissé, puis ils l'ont empaqueté, et puis ça s'est retrouvé à Yverdon assez facilement. Pour les poutres métalliques, il y avait tout qui était boulonné, donc on a déboulonné, et puis ça s'est aussi retrouvé à Yverdon assez facilement. Et puis pour les chevrons ici, dont on avait besoin, qui étaient aussi sur le même site, mais dans un autre bâtiment, on est vraiment dans la même parcelle, on pensait qu'il n'y allait pas avoir de soucis, et puis en fait on a quand même eu des soucis, parce qu'on a eu un dégât des eaux. Lors de la démolition, enfin dégât des eau, c'est un grand mot, disons. Lors de la démolition, ils ont enlevé la toiture, alors forcément ça marche moins bien quand il n'y a pas de toiture, mais du coup effectivement on a eu de l'eau de pluie qui a attaqué les poutres, et on a choisi de pas s'en servir. Donc voilà, petit encadré rouge ici pour signifier que ça n'a pas fonctionné. Mais disons qu'on cherche maintenant ces chevrons. Il faut savoir que les chevrons, on en trouve énormément, donc on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus, mais c'est un bon gisement. Si vous voulez faire du réemploi, commencez par les chevrons, c'est assez simple à trouver. Alors ici, on est à Lausanne, on est sur l'école de la manufacture, et puis le bâtiment que je détaillais, c'est cette extension-là. Donc on a des bâtiments existants, et puis il s'agissait de réaliser une nouvelle salle de spectacle pour l'école de la manufacture. On travaille avec le bureau Tribu Architecte à Lausanne sur ce projet. Et puis ils nous ont donné vraiment beaucoup de liberté. En fait, quelque part, eux, ils devaient faire une salle de spectacle, donc grosso modo une boîte. Puis on n'avait presque pas d'autres contraintes que ça. Il n'y avait pas forcément de contraintes esthétiques. Parti pris architectural était un peu le parti pris du faire avec, quelque part. Il y a toujours des façades à l'intérieur de la salle achevée qui en fait sont les façades du bâtiment existant. Ça n'a pas été recouvert. Et puis on a eu beaucoup de liberté, donc, et on a pu proposer une structure ici en métal de réemploi. Donc les poutres ici en treillis qu'on voit, elles sont composées de métal quelque part réassemblé sous cette forme de poutre à treillis. Et les piliers aussi viennent de... Alors ils ne sont pas réassemblés, ils ont gardé, disons, leur fonction de piliers, mais c'est aussi des éléments de réemploi. Là où je vais insister, c'est que pour le métal, finalement, c'est assez facile. Là, on a la ressourcerie de Fribourg. Il y a une halle qui a été démontée, qui était proche de la ressourcerie de Fribourg. Alors, ceux qui s'occupent de la ressourcerie ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas simplement éviter de tout abîmer et puis stocker ça dans un coin proche de la ressourcerie, là, qui est juste derrière. Nous, on est arrivé, on a fait l'inventaire en fait, de tous ces éléments, mais qui étaient déjà déposés, donc c'était un inventaire plutôt facile. Puis à partir du moment où on a tout dans le fichier Excel, on arrive à concevoir une structure qui fonctionne bien. Peut-être une petite précision, c'est vrai que là, au niveau des contraintes incendie, il n'y avait pas grand-chose, donc ça aide à faire du réemploi de métal, mais ce n'est pas forcément un frein qui est complètement bloquant non plus. Il ne me reste plus beaucoup de temps, alors je vais avancer sur ce projet qui est un mauvais exemple, on pourrait y revenir si vous voulez. Un autre projet ici, qui est aussi issu de la même déconstruction à Renan, c'est là où vous voyez les dalles qui sont stockées. Aujourd'hui, on n'a encore pas construit le projet, mais l'exécution va bientôt démarrer. Ça nous permet de faire quelques tests sur les bétons avec différents types de protection. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut pouvoir protéger les bétons contre la corrosion. Donc en fonction de comment est-ce qu'ils sont exposés à l'environnement, on a différents types de protection. Puis les architectes, c'est aussi important pour eux, mais pour nous aussi, de voir simplement l'effet esthétique de ces différentes protections. Tout ça pour vous montrer qu'on peut faire des murs. Là, on est sur le boulodrome de Renan. On a là une perspective intérieure. On a un mur ici qui vient porter la toiture. Et puis, on retrouve ces murs ici en perspective extérieure. Alors, ici, ça m'amène maintenant. Je vais arrêter les exemples et je vais essayer de généraliser un peu sur les différents types de réemploi qu'on trouve, en tout cas sur le béton. On va trouver cette famille de réemploi où là, on voit qu'on a quelque chose d'assez standard, d'assez modulaire. On a des blocs de béton. On a pas mal de flexibilité quand on travaille comme ça, parce qu'on peut les agencer un peu comme on veut. Par contre, au niveau mécanique, il va falloir qu'on aide bien souvent ces blocs de béton à porter, parce qu'on ne va pas retrouver forcément les portées suffisantes par rapport à notre bâtiment. On a cette version-là, où disons que là, il faut un peu plus d'imagination. Il y a une réinterprétation à la fois géométrique et mécanique de l'élément. Donc en termes mécaniques, nous, on perd un peu de capacité mécanique quand on travaille comme ça. Et puis au niveau de la flexibilité, il faut soit être très inventif, mais on voit qu'on perd un peu de flexibilité. On ne peut pas faire tous les bâtiments avec cette manière de faire. Puis il y a une autre façon où vraiment on vient prélever des éléments et on les réutilise tels quels. Alors là, on n'a pas du tout de flexibilité. Par contre, au niveau des performances mécaniques, on n'a presque rien perdu. Voilà.
Donc il y a trois niveaux, on va dire, si on peut catégoriser les choses comme ça. Je vais juste me focaliser un peu plus là-dessus et essayer de dégager une vision de filière. On pourra en discuter après. Donc nous, ce qu'on propose, et pour essayer de décorréler et pas forcément faire du réemploi sur mesure, qui est un peu difficile en réalité à faire, c'est vraiment se dire, bah, voilà, on a des projets de déconstruction, comment est-ce qu'on peut on a des projets qu'il faut démolir, comment est-ce qu'on peut les déconstruire sans forcément avoir la connaissance des projets receveurs. Donc nos projets donneurs, nous on propose sur les dalles des projets donneurs de dire, bon, on va faire un damier de 2,40 m par 2,40 m et on coupe comme ça et on extrait notre module de base qui fait 2,40 m par 2,40 m. Alors pourquoi 2,40 m? C'est parce que ça permet de passer sur les camions assez facilement sans avoir des convois exceptionnels. Et puis avec 2,40 m, on peut faire des murs porteurs préfa, qui est une solution relativement efficace en termes de temps et aussi économiquement. Donc on propose de prioriser sur cette solution-là, qui est assez simple à faire. Vous avez des murs qui sont entre deux dalles béton, on peut tout simplement mettre un mur de réemploi, et il peut être porteur avec des capacités statiques assez intéressantes. Là, j'ai juste remis une photo du boulodrome pour illustration. Maintenant, si on va un cran plus loin, on peut prendre ce module, on le redécoupe en 4, on va aboutir à des modules de 1,20 m par 1,20 m. Et ici, on a vraiment une utilisation un peu en cascade du même élément, dans l'idée vraiment de dégager un produit où il y a une filière qui pourrait se greffer et on pourrait quelque part aussi retrouver des marges financières là-dessus. Et puis avec ces éléments qui sont plus petits, de 1,20 m par 1,20 m, on a travaillé avec l'EPIA et d'autres partenaires pour développer ici un modèle de dalle en fait, où on vient passer des câbles précontraints qui vont nous permettre de serrer tous ces éléments-là et d'avoir des dalles de portée, on va entre 5 et 10 mètres avec ces éléments-là. Bien sûr, ça dépend de la hauteur des éléments de réemploi. Mais on a des performances mécaniques ici qui sont assez intéressantes, qui sont en réalité plus grandes que du béton coulé sur place. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Je pourrais détailler pourquoi s'il y a des questions plus tard. Et puis, si on va un cran plus loin, on s'est dit, bah voilà, maintenant, si on redécoupe encore le bloc en 4, on a des éléments qui vont faire 60 par 60. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la maçonnerie avec ces éléments, de la maçonnerie de réemploi? Et du coup, ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé avec l'HEIA à Fribourg, qui visait justement à explorer le potentiel en maçonnerie de réemploi. Alors, je ne vous cache pas que des blocs comme ça, c'est quand même un peu lourd. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer dans ce process si on veut vraiment aller sur de la maçonnerie. Mais voilà, on essaie de privilégier, pour faire émerger une filière, vraiment cette utilisation du réemploi en cascade, d'avoir plusieurs solutions sur le même bloc. Je vous remercie. Un grand merci, Julien, pour cette présentation. On a donc entendu nos 5 intervenantes, 5 intervenants, que j'invite à nous rejoindre sur la scène. Apparemment, on peut faire un petit train avec les fauteuils et les rapprocher du centre, donc je crois qu'on peut y aller. Ouais. Voilà. Un, deux. Voilà, donc voici venu le moment d'échange. Merci d'avoir patienté jusque-là. La parole est à vous. Vous avez certainement des questions à poser à ces intervenants. On peut aussi, si vous avez besoin, réafficher une certaine diapositive. C'est envisageable si besoin. Donc, est-ce que vous avez des questions pour ces intervenants, soit directement adressées à eux, soit des questions plus larges que vous vous posez sur le réemploi? C'est le moment de lever la main. Il y a des micros de part et d'autre de la salle. Puis je vous propose juste de dire qui vous êtes avant de vous présenter en fait, en prenant la parole. Il faut que quelqu'un se lance. Ici. Bonjour, alors merci pour cette présentation très intéressante. Moi j'avais des questions plus précises concernant les garanties. Les garanties pour les matériaux de réemploi, qui donne les garanties? Est-ce que les entreprises qui posent les matériaux, que ce soit statiques ou de seconde œuvre, garantie feu ou portance, qui donne les garanties? Comment est-ce qu'on les contrôle? Et est-ce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à poser des fournitures qu'ils ne fournissent pas eux-mêmes? Alors, question sur les garanties. Comment sont organisées les garanties? Ça, c'est une question
J'imaginais qu'il viendrait. Qui souhaite répondre à cette question? Très partiellement. Maud commence. Voilà, je me lance. C'est en partie quelque chose qui doit être intégré, on va dire, dans le protocole d'échange de la matière. Il y a Circla qui a publié des modèles de contrats pour justement pouvoir mieux standardiser et cadrer la façon dont s'échange cette matière. Ça, c'est un premier niveau. Et puis un deuxième niveau de réponse, c'est que dans le protocole d'inventaire, c'est pas juste prendre des photos et des dimensions. C'est de voir, est-ce qu'il y a besoin de faire des tests de performance? Est-ce qu'il y a besoin, en fonction, j'ai beaucoup insisté sur la partie technique du bâtiment, mais c'est assez évident, par exemple, qu'il y a des tests qui vont devoir être planifiés pour savoir si une partie de cette installation, elle peut être réemployée et dans quel cadre elle peut l'être. Donc voilà, il y a différents niveaux de réponse à votre question, en tout cas me concernant. Des compléments? Oui, on peut ajouter quelques points. En Suisse, on a quand même une forte responsabilité des mandataires, tout simplement. Ce qui veut dire que ça va être l'architecte, ça va être l'ingénieur qui, sur leurs détails, comme ça se fait communément, prennent une forme de responsabilité. On a discuté avec pas mal d'assurances. On a mené un petit projet qui s'appelait un CBI Booster, format qui n'existe plus, c'était un format inno-suisse, avec Jenny Ray. Je regarde si elle est dans la salle maintenant. Si en l'occurrence, Jenny Ray de LPA, sur l'assurabilité du réemploi. On s'est aperçu que ça n'intéresse pas les assureurs, du tout. Pour eux, il n'y a pas particulièrement de marché. Ils ne demandent déjà pas la qualité des matériaux neufs. Quand on assure un bâtiment, ils ne voient pas pourquoi ils demanderaient la qualité des matériaux réemployés. Tout repose sur la qualité de l'inventaire qui va être réalisé, les tests qui sont réalisés en amont, la capacité des mandataires à élaborer des protocoles de suivi de cette matière. À partir du moment où on démonte, on l'analyse au démontage, on l'analyse au stockage, on l'analyse au remontage. En vérité, dans les cas qu'on a rencontrés, cette matière, elle est beaucoup plus certifiée que ne l'est du neuf, tout simplement. Parce que tout le monde prend ceinture et bretelles, et c'est normal. L'autre moyen, c'est pas une bonne réponse que je vais vous faire, hein, c'est le downgrading. Le downgrading, hélas, c'est une manière de faire du réemploi en dépassant la problématique des garanties, principalement sur les questions feu, où là on n'a pas grand-chose hélas à apporter, principalement aussi sur les questions, on parle beaucoup du réemploi de fenêtres. Je veux dire, dans les fenêtres, on a les problématiques acoustiques, on a les problématiques thermiques, on a juste le vieillissement de l'objet en tant que tel. C'est hyper criant et c'est des normes qui changent encore assez régulièrement en plus, quand on voit que les normes PVC ont changé il y a moins de 2 ans par exemple. Donc voilà, détourner ce genre d'éléments, c'est un moyen de s'en servir, la mettre en intérieur. J'ai un exemple qu'on a documenté, c'était issu de la caserne des Vernets, réalisée par Kunik et Demorcier. Ils ont mis des fenêtres en intérieur et ça a servi à partitionner des bureaux et ça a été un réemploi qui était suffisamment valorisable. Donc le downgrading, c'est-à-dire que finalement l'usage de réemploi n'est pas l'usage prévu pour l'objet initialement. Pas complètement. Du coup, il y a moins d'exigences de normes, etc. C'est ça. Un autre exemple pour terminer là-dessus, le cas que je vous ai présenté de Denan, par exemple, où on a sourcé des solivages pour en faire un plancher plein. En faire un plancher plein, c'était une manière de dépasser ces problématiques de normes, et c'était rendre un plancher subitement acoustique, statique, et puis feu, en fait, tout simplement. Pour ça que je vous dis qu'on a du mal à quantifier la mise en œuvre du réemploi et la mise en œuvre du neuf, parce qu'on n'est pas sur les mêmes mises en œuvre, parce qu'on ne correspond pas aux mêmes exigences. Donc les questions de garantie, c'est un mythe. Oui, parce que ça intéresse personne. Grosso modo, c'est quand même ça la conclusion, c'est un faux frein. On a terminé là-dessus. Ça rassure les maîtres d'ouvrage, grosso modo, de savoir qu'il y a des garanties, mais en vérité, ces garanties, elles n'existent déjà pas actuellement, tout simplement. Aujourd'hui, les bâtiments, ils sont assurés contre les séismes, contre le feu, contre les inondations. Pas sur un défaut de qualité des matériaux. Au bout du compte, c'est la responsabilité des entreprises, c'est la responsabilité des mandataires. Voilà, on est dans les cadres des normes SIA, tout simplement. Voilà. Pour du neuf ou du réemploi.
Donc oui, effectivement, qui prend la responsabilité quand même? Peut-être, Morgane, tu voulais réagir? Oui, alors moi je voulais peut-être juste clarifier un peu. Je pense que la question des garanties, c'est un peu un truc très flou. On ne sait pas trop de quoi on parle, en fait. Et en fonction du type de matériau dont on parle, on va avoir des besoins de garantie très différentes. Donc tu t'abordais un peu, il y a des éléments structuraux, par exemple, on ne va pas demander les mêmes choses. Donc il y a des exigences, des caractéristiques techniques, et après il y a des garanties. Qu'est-ce qu'on garantit au final quand on pose du parquet? Qu'est-ce qu'on garantit quand on pose une toilette? C'est un peu ça. En général, tout ce qui est adossé, on va dire, à des matériaux, on garantit un état de fonctionnement sur une durée donnée. Donc, en fait, cette garantie, les entreprises, elles s'assurent juste que leur fournisseur, c'est leur fournisseur qui leur donne cette garantie-là. S'il y a un défaut de ces éléments pendant cette durée de temps, le fournisseur remplace ces matériaux. En fait, c'est ça. Après, il y a aussi la question de la responsabilité. Une fois qu'on a mis en place, en œuvre quelque chose, s'il y a un défaut qui s'exprime et qui crée un dégât supplémentaire derrière. Ça, c'est encore autre chose. Mais sur vraiment les questions de garantie de fourniture de matériaux, en fait, on essaie de contourner, effectivement. Donc, si on prend un exemple très clair et très concret, si on prend des luminaires, par exemple, au hasard, en fait, il y a tout ce qui est, quand on fait un rétrofit, ce qu'on appelle un rétrofit, un reconditionnement de luminaire, on va changer quasiment tout sauf la carcasse. Et donc la carcasse du luminaire, on ne va pas pouvoir le garantir. Par contre, on va pouvoir garantir tous les autres produits, parce qu'en fait, c'est des fournisseurs de matériaux qui, eux, produisent cette garantie-là pour le remplacement de ces éléments-là. Donc on arrive au final à identifier l'élément le seul élément qui n'est pas garanti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va trouver on va identifier ce qui est le plus fragile, ce qui a le plus de chances de faire défaut, ou alors on va constituer, et pour cet élément-là, on va constituer un stock de maintenance, de remplacement. Voilà. Ça, c'est une manière de le faire. Sur des appareils sanitaires, c'est la même chose. On va fournir une marge supplémentaire au cas où il y ait effectivement un défaut qu'on n'aurait pas vu avant et qui apparaîtrait. Voilà, donc première question, premier mythe, première réponse. Qui d'autre souhaite Il y a une main ici, il y en a une autre là. Bonsoir, Johan Jacquier, WSP, ingénieur civil. Je voudrais juste compléter ce qui a été dit sur le mythe en termes d'assurance, puisqu'on parle de garantie d'assurabilité. Votre assureur ne vous garantit pas et ne vous assure pas si vous n'avez pas les essais. Donc là, c'est l'ingénieur civil qui parle. Donc nous, en fait, on a un assureur qu'on a questionné qui nous dit globalement, en fait, si vous faites du réemploi, en fait, moi, je peux vous assurer si vous avez la traçabilité du matériau qui est là. Donc si on parle d'une dalle en béton armé, vous devez qualifier le béton. Vous devez qualifier l'armature et vous devez qualifier l'ensemble des lots que vous avez, en fait. Donc ça, c'est pas impossible, mais ça a un coût. Et je vous renvoie en fait au contrat 1001/1. Vous avez une clause, je crois que c'est la 8.2, en fonction de ce que vous cochez. Vous êtes plus ou moins responsable. Donc ça, c'est plus intéressant aussi. Enfin, c'est capital pour vous, architecte. Donc nous, l'ingénieur civil, on va organiser ça. Mais l'architecte doit être, lui, en fait, en direction de travaux, sachant protéger et aussi se garantir. Donc ça, c'est plutôt un avertissement, c'est pas un mythe. Demain, on a envie plutôt que ça soit vraiment une réalité pour qu'on puisse faire du réemploi en sécurité et que vous soyez assuré. Si vous n'êtes pas assuré, à la fin, c'est très très compliqué pour le bureau. Voilà, pour le complément. Ouais, sacrée nuance quand même, merci pour ça. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir ou sinon on prend une autre question. Oui, Julien. Je vais effectivement réagir à ça. En fait, pour résumer, ce qui est dit, c'est que l'ingénieur doit faire son boulot. Et pardon de résumer de manière aussi abrupte, parce que finalement ça s'en tient un petit peu à ça. Je n'ai pas osé intervenir sur la question précédente, mais je donne juste un parallèle de réflexion. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend une structure existante, on nous demande des fois de requalifier des structures existantes. Quelle est la capacité portante de cette dalle? Alors on va faire quelques investigations, puis finalement on donne un rapport, et puis quelque part on prend la responsabilité là-dessus. On dit voilà, cette dalle elle va tenir 500 kg par mètre carré, et puis quelque part on y va pour la vie de l'ouvrage comme ça.
Et dans le cas d'éléments de réemploi qu'on va en plus scier, où on pourra avoir les armatures de béton, on peut requalifier, on peut faire des essais, on a quand même un niveau quelque part de connaissance du matériau qui est meilleur que quand on fait quelques sondages dans une structure sur laquelle on n'a pas pu accéder à tous les appartements ou dans toutes les zones ou quoi. Donc en fait, pour nous, on fait quand même notre travail de manière plus simple et plus facile avec un niveau de qualité qui est plus grand quand on fait du réemploi que quand on requalifie une transfo ou un bâtiment existant. Et donc ce parallèle, je pense qu'il est assez éloquent pour comprendre dans quel niveau de sécurité on travaille avec ces matériaux. Mais effectivement, oui, il faut pas mettre un élément dont on connaît rien, mais ça paraît presque évident. En tout cas, pour moi, je pense que pour tout le monde, ça l'est. Oui, faites des essais, regardez l'armature qu'il y a dans le béton, la résistance qu'il y a dans le béton, et puis si tout va bien, allez de l'avant. Merci, je propose qu'on enchaîne avec une autre intervention ici. Ouais. Bonsoir, Nasser Hadji. J'avais une question concernant le bilan carbone. Vous avez parlé d'avoir fait une étude et puis ça concernait normalement pour Monsieur Stéphane, c'est ça? J'ai oublié votre nom. Monsieur Benoît Sépharin, pardon. Benoît Séraphin. Séraphin, pardon. Vous avez présenté des résultats qui parlaient de réduire en fait l'empreinte carbone avec des matériaux réutilisés. Maintenant, je voulais savoir si ces résultats-là peuvent-ils être utilisés en appliquant la SIA 390-1. Est-ce qu'il y a un lien entre vos résultats et la norme? Non, pas directement. Tout simplement, la 390-1, elle part d'un principe qui équivaut à 20% du neuf, point. C'est non négociable quelque part. C'est un plafond qui est fixé, qui est une moyenne de l'intégralité des matériaux. C'est pour donner une fourchette quelque part. Ces résultats-là, ils sont issus d'études sur des cas spécifiques, avec des mises en œuvre spécifiques, avec des matériaux spécifiques. Ils sont réutilisables en l'état, quelque part, mais ils ne font pas figure de norme. Aujourd'hui, les derniers résultats que je vous ai présentés, les 4 dernières slides, qui étaient en l'occurrence justement sur les bilans carbone, ils vont probablement, je ne sais pas à quel point on en est, mais ils vont probablement accompagner le règlement d'application 117-118. À ce moment-là, effectivement, vous aurez un usage direct de cette matière. Mais je ne suis pas sûr qu'il se soit déjà ajouté. Non ? Donc ces bilans carbone, en tout cas, ils sont disponibles dans les documents que tu as annoncés, qui seront bientôt en ligne, mais ils correspondent à des cas spécifiques, de mesures spécifiques, et pas forcément généralisables, c'est ça? Comme j'ai le micro 2 secondes. Oui, vas-y. On parle de base de données utilisables dans le cadre du règlement. C'était le fond de la question ou pas? Donc moi, ce que je comprends, c'est est-ce que la mesure du plancher Intel qui est affichée là, elle est généralisable ou pas? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Dans le cadre du règlement d'application des articles 117-118 de la LCI, la première base de données à utiliser, c'est la KBOB. Ensuite, s'il y a des meilleures données, et les critères sur les meilleures données sont détaillés, je ne vais pas me noyer dans ce genre de détails maintenant, s'il y a des meilleures données qui peuvent être proposées au moment de la dépose par le requérant, il peut le faire. Et même on l'invite à le faire. Il y aura des vérifications qui seront faites sur justement, est-ce que cette donnée qui est proposée par le requérant est valide. Il y a aussi des règles de calcul qui sont établies par défaut, le 20% du neuf comme étant la base, 20% d'impact, sauf preuve apportée par le requérant que le réemploi est encore plus efficace d'un point de vue carbone que cette valeur par défaut du 20% du neuf. Ouais, donc aujourd'hui, on commence à avoir un assez bon bagage de valeur de carbone sur du neuf. Puis tout l'enjeu, c'est d'arriver à constituer, si je comprends bien, oui, un stock de valeur. C'est l'ouverture de ce règlement, c'est de dire qu'aujourd'hui, on doit partir sur une base fédérale et que cette base va être alimentée par ce qu'on appelle la base complémentaire cantonale.
Merci. Ouais, Julien? Je voulais juste ajouter un complément sur ces 20%. C'est vrai que c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on retrouve quand on remplace vraiment un élément qui est équivalent à l'élément qui est remplacé. C'est vrai que le réemploi, on a un peu tendance à vouloir le mettre partout et à forcément trouver des usages. On parlait aussi de downcycling. Mais c'est vrai, typiquement, alors je prends toujours le même cas et puis ça tombe toujours sur ce cas-là. Mais c'est vrai que si on prend par exemple des dalles béton et qu'on va les remplacer là où on n'aurait pas forcément mis de dalles béton parce qu'on aurait pu faire un bitume ou des graviers tout simplement. En fait, on a quand même, il faut comparer avec les graviers et avec le bitume, pas avec la dalle béton qu'on n'aurait pas coulée, en fait, si on n'avait pas la dalle de réemploi. Et ça, c'est important. À usage équivalent, si c'est vraiment la même solution, prenez les 20%. Si vous forcez un petit peu le réemploi sur une solution qui n'aura pas été faite de cette manière-là, c'est un peu les limites du système, de mon point de vue. Merci. On enchaîne. Il me semblait qu'il y avait une... Donc, il y a vous aussi. Il y a vous, moi, j'avais vu une main. Voilà. C'est vous, exactement. Merci, bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question plutôt économique par rapport au réemploi des dalles béton, parce que j'imagine qu'un réemploi de dalles béton existant est moins cher plutôt que couler tout à nouveau. Mais il faut prendre en compte aussi les études pour les spécialistes pour voir qu'il n'y a pas de saleté, pas de polluants dans le béton, l'étude pour les spécialistes ingénieurs civils pour considérer un nouveau coefficient de sécurité pour la dalle déjà utilisée. Donc, selon votre retour d'expérience, en fin de compte, économiquement, quel est l'avantage et est-ce qu'il y a un avantage de réutiliser des dalles béton? Il me semble que je sais qui va répondre. Ouais. C'est une grande question. Je vais essayer de répondre de la manière la plus exhaustive. Alors, au niveau des prix, pour donner un peu des ordres de grandeur, c'est vrai qu'au niveau de la déconstruction, ça dépend si la déconstruction elle est simple ou pas. Les déconstructions les plus simples, c'est toujours les dalles sur piliers, parce qu'on va avoir très peu de découpe quelque part pour extraire la dalle. Quand on a des logements où tous les murs sont faits en béton, on a des dalles de petite portée, on va devoir énormément scier les interfaces mur-dalles, par exemple, et ça, c'est avec des sciages qu'on doit fixer sur des rails, typiquement. Enfin voilà, il faut vraiment avoir peu de liaison entre les murs et la dalle, et puis des dalles où vraiment on peut aller avec typiquement des scies routières où vraiment on peut débiter et aller assez rapidement. Donc ça, c'est les bons cas. Et ces bons cas-là, on va les retrouver sur des prix. Alors bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, mais je dirais entre 70-80 francs jusqu'à 120-130 francs le mètre carré à la découpe. Et avec ces prix-là, on arrive encore à les réintégrer tant que la solution constructive qui permet de réintégrer la dalle, elle reste simple. Si on va faire des choses qui sont trop complexes, on ne va pas du tout être compétitif avec une dalle neuve coulée sur place. C'est pour ça que je vous parlais de la solution de mur. En fait, faire un mur préfabriqué, c'est extrêmement simple. On prend la dalle, on la met à la verticale, on coule un lit de mortier, mais comme on ferait pour un pilier préfa ou même un mur préfa. Puis en fait, la solution, elle est déjà finie. Quelque part, on n'a pas besoin de rajouter de l'armature ou très peu. Et puis techniquement, c'est très simple. Pour les dalles, il faut trouver d'autres artifices. Soit on peut venir les porter avec des sommiers métalliques, comme un des exemples que je montrais. On peut remplacer les sommiers métalliques par des sommiers béton aussi, ça peut fonctionner. Ou alors on proposait nous de faire des dalles précontraintes, mais là, tant qu'on n'a pas d'industrialisation et qu'on le fait à la main, on est sur des coûts qui sont trop élevés. Donc il faut trouver à la fois les bons chantiers où on a des prix de déconstruction pas trop élevés, et puis avoir une solution de remise en œuvre qui soit relativement simple et efficace, avec des coûts relativement faibles, sachant que votre coût de comparaison sur une dalle en béton armé, il est à 200-250 francs le mètre carré. Donc vous avez ce delta entre les 70-130 francs de mètre carré de la déconstruction pour arriver à 200-250 mètres carrés, qui est le prix construit d'une dalle béton armé. Après, on n'est peut-être pas obligé de comparer à une dalle béton armé, on peut peut-être comparer à un plancher mixte, bois-béton, qui est un cran plus cher. Encore, voilà, il faut trouver le bon référentiel, des fois, qui nous permet aussi d'avoir les bons arguments pour faire passer la solution au niveau du maître d'ouvrage et des coûts. Mmh. Tania, tu voulais compléter ? Oui, je voulais. Volontiers, ouais. Je pense que Julien t'a un petit peu expliqué. La complexité, elle est vraiment dans les questions d'assemblage, parce que finalement, la fourniture est pas trop, revient à moins cher, mais au final, il y a une question de transport, de grutage et d'assemblage sur le chantier qui fait que, à la fin, on est quand même moins compétitif qu'une dalle qui est coulée sur place. Donc, ça nécessite aussi un engagement de la part du maître de l'ouvrage et une volonté de choisir ce choix, de partir avec un choix constructif de cette façon-là.
Une question qui me vient là par rapport à ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un coût de réflexion de mandataire qui est plus important en tant qu'architecte que sur du comme on a toujours fait? Alors, certainement qu'on y passe plus d'heures, mais quand on cherche des solutions qu'on veut vraiment faire passer ce type de construction, effectivement, je pense que pour le moment, on y passe un peu plus d'heures que pour une solution toute simple, du comme on a toujours déjà fait. Et en général, on arrive à les justifier? Enfin, vous avez des maîtres d'ouvrage en face qui sont pas toujours, voilà. Ouais. Mais certains comprennent. Mais après, c'est difficile de vraiment justifier chaque heure. Mais est-ce que tu veux compléter, Maud? Le retour d'expérience qu'on a, c'est encore une fois c'est induit tôt dans le projet, et donc il va y avoir aussi un budget réemploi entre guillemets qui va inclure non seulement du temps de mandataire, mais aussi des tests qui vont faire partie en fait intégrante du projet. Et en termes de processus, ce qu'on recommande, c'est qu'à étapes régulières, il y ait une comparaison qui soit faite sur, encore une fois, la même qualité aussi, produit neuf versus produit de réemploi, à fonctionnalité équivalente, etc., pour savoir si le suivi des coûts, en fait, continue à en valoir la peine. Et ça doit être un des critères, mais pas que. On voit bien que les critères les critères décisionnels sur le réemploi, il va y avoir l'aspect financier, ça veut dire on ne veut pas faire exploser non plus le budget, mais pour autant, il peut y avoir des choix qui sont parfois plus coûteux pour faire du réemploi, mais en contrepartie, il y a aussi, on a eu des sécurités d'approvisionnement, on sait que la matière, elle est là. Il y a eu aussi des choix qui peuvent être délibérément esthétiques ou pour l'environnement. C'est un tout, en fait, qu'il faut considérer. Et encore une fois, le plus en amont possible du projet. Donc il faut bien choisir ses clients. Et ses mandataires. Justement, Morgane parlait que de plus en plus, on voyait dans les cahiers des charges, vraiment pour le choix des mandataires, on commence à voir de plus en plus des critères sur ces accompagnements pour que les mandataires soient en capacité de répondre avec des compétences réemploi. Bien choisir ses clients, bien choisir ses mandataires, être convaincant et aller chercher la subvention SIG. C'est ça. Voilà. Et peut-être une dernière chose, c'est aussi des processus évolutifs. C'est une question de choix de partir avec le réemploi sur certaines parties de projet qu'on laisse un peu ouverte jusqu'à ce que la matière ou le gisement soit découvert et qu'il soit intégré après dans les détails de construction. Donc on affine aussi à chaque fois dans la résolution des détails. Vivre avec un peu de suspense. Et puis, Benoît. Juste 2 points d'éclaircissement, d'accompagnement en tout cas. De ce qu'on a pu constater, on a légèrement de surcoût, effectivement, en termes d'analyse. Ce n'est pas vraiment ça le problème, si vous voulez. Le problème, en tant que mandataire, pour vous, c'est qu'ils vont arriver beaucoup plus tôt dans le projet. C'est qu'il va falloir avoir pas des surcoûts, mais en fait, juste vous avez un déplacement des phases. Il faut réussir à anticiper quasiment du détail d'exécution avant de l'autorisation. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à discuter avec le maître d'ouvrage, et ça, il faut arriver à l'amener. Ce n'est pas tellement le surcoût travail, parce qu'il n'est pas si conséquent que ça, selon les cas de figure. À nouveau, à partir du moment où on a une forme de répétitivité d'un certain nombre de détails, on y arrive. Rechercher de la matière, il y a de plus en plus de plateformes qui se créent. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, ce surcoût-là. Le problème, c'est le déplacement des honoraires. En fait, c'est que vous avez déjà des coûts qui équivalent à votre phase de pré-exécution avant l'autorisation. Ça, c'est plus compliqué à amener. Mais je vais relativiser ce que je vous raconte avec un chiffre que j'ai affiché, dont je ne vous ai pas forcément parlé. Le coût total réemploi sur les projets qu'on a analysés, c'est 1 à 1,6% du coût total du projet. Donc quand bien même vous avez un surcoût là-dessus, on prend le cas du béton, parce que les premiers cas de béton, ils avaient 30% de plus-value par rapport à ce qu'on fait actuellement. Mais à 30% de 1%, c'est acceptable. C'est largement acceptable, même par un maître d'ouvrage. Et surtout si c'est anticipé de votre part. Et surtout si c'est en fait une volonté du maître d'ouvrage de se donner une image. Parce que finalement, il y a un jeu là-dessus aussi maintenant. Merci. Alors il y avait Philippe Meyer, si je ne me trompe pas, qui levait la main.
Je pense, ça vaut la peine, le micro, parce que comme il y a des gens en ligne... Je vais profiter qu'on est au groupement professionnel environnement de la SIA, parce que dans toutes les présentations, je vous en remercie, et le début du débat, la SIA est au cœur en fait des questionnements. On a parlé des normes, on a parlé du temps, et quelque part il y a les honoraires qui sont liés à ça. Vous n'êtes pas sans savoir que architectes et ingénieurs, on est au cœur j'ai envie de dire, d'un complot de la SIA centrale liée aux honoraires. Donc c'est vrai que parler de ce réemploi qui, je pense, est un sujet passionnant et qui va tous nous amener à réfléchir sur l'environnement bâti, c'est du temps, c'est de l'intelligence, c'est de la matière grise, et il faut absolument qu'on soit tous impliqués dans ce que nos édiles de la SIA veulent downgrader, je reprends votre expression, M. Séraphin, sur nos honoraires. Et quand on voit que le pourcentage de la SIA reste à 2,5% sur l'autorisation, avec ce dont on parle, 117, 118, etc., c'est juste une pure escroquerie devant laquelle on va se trouver dans quelques années. Voilà, c'est juste cette remarque. Merci, je crois que le message est clair. Et puis donc moi je lis aussi entre les lignes, si vous n'êtes pas encore membre SIA, c'est pas trop tard. Ensuite, d'autres mains qui se lèvent. Ici, ensuite là. Levez d'autres mains, comme ça je vous repère un peu. Là, on va. Ah ben, alors. J'en profite, j'ai le micro dans la main. D'abord madame, et puis ensuite vous. Puis ensuite toi. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Je me permets de prendre la petite casquette maître d'ouvrage, juste pour reposer cette question de budget du réemploi et un peu du pourcentage, on va dire additionnel, qu'on rajoute sur le budget du projet global, parce que justement en plus des transports, enfin de tout ce dont vous avez parlé, en tant que maître d'ouvrage, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus que 1%, qu'on parle de plus qu'1%, notamment également parce que justement, il y a une question d'honoraires, pas seulement honoraires architectes, mais honoraires de tous les autres mandataires, ou même juste, là je pense au stockage, mais du phasage et du temps également, qu'on prend en plus sur le projet, parce que ça va prendre plus de temps, parce que à chaque phase ou à chaque projet, finalement, on attend un petit peu plus pour avoir le bon projet sur lequel on va pouvoir utiliser des matériaux ou autres. Voilà, je pense que vous comprenez où je veux en venir, mais en gros, on a quand même l'impression en tant que maître d'ouvrage qu'il ne s'agit pas du tout d'1%. Et vous avez parlé d'une enveloppe et d'un budget à prévoir dans les projets. Et ça m'intéresse parce que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que l'on a ici en Suisse, même si du coup, je comprends, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, on arrive à sortir un réel pourcentage et une réelle enveloppe et un budget qu'on pourrait prévoir. Et même peut-être que l'État pourrait prévoir et envisager des subventions conséquentes et qui correspondent à ce pourcentage et pas juste un montant de 20 000 francs par exemple, je ne sais pas, qui ne correspond peut-être ou qui est relié à rien. Ouais, qui correspondent à peut-être un mandataire ou enfin voilà. Mais est-ce qu'on arriverait à sortir un réel pourcentage et quelle est la limite aujourd'hui ? Pourquoi on n'arrive pas à sortir ce pourcentage et pourquoi on n'arrive pas à améliorer aussi donc désolé, il y a 3 questions dans une, mais je les balance comme ça. Pourquoi on n'arrive pas non plus à améliorer justement ce prix final d'un matériau réemployé par rapport au nouveau, en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on peut mieux anticiper les coûts ? Alors, c'est une question très, très, très vaste. Enfin, il y a eu 15 questions en même temps. Je pourrais réagir à tous. Mais je pense que ce qui est important, c'est de dire d'abord que ça dépend énormément de l'ambition du maître de l'ouvrage et des opérations qui sont menées. Donc, en fait, c'est quasi impossible de faire ce pourcentage-là.
Autre élément que je voulais peut-être ajouter, c'est que c'est un peu ce que les SIG essayent de faire avec leur programme Eco21, c'est de pouvoir subventionner des prestations de réemploi. Ça permet justement de mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, au maître d'ouvrage pour pouvoir compenser, on va dire, le manque d'habitude et d'ancrage de ces pratiques aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça qui est, à mon avis, qui se passe. C'est que pour l'instant, c'est des éléments qui représentent des surcoûts. Il y a certes la question des honoraires des architectes et des ingénieurs quand on continue à leur demander toujours plus de choses. Ça, c'est un élément. Mais il y a aussi que, comme on disait tout à l'heure, si c'est prévu dans le cahier des charges d'un mandataire qu'il va devoir faire du réemploi, ou si ça ne l'est pas et que ça arrive en cours de route, parfois très tardivement, forcément, c'est pas la même chose et c'est un petit peu problématique. On peut même arriver dans des situations où en fait les mandataires refusent de travailler et de poursuivre ce travail-là sans avoir de rémunération. Mais une fois que c'est pour ça que moi je dis on est vraiment à un point où on est dans de l'expérimentation. On est en train de mettre au point des méthodes, des processus et des études aussi. Et je pense qu'une fois que ça, ce sera quelque chose qui va s'ancrer, qui va se construire et en fait, ça ne représentera plus un surcoût parce que ce sera devenu relativement habituel. De la même manière, si on a des filières qui commencent à se constituer, etc. Et si je peux donner un exemple de coût, je vous ai montré les WC tout à l'heure. On est sorti avec, justement, c'est un peu une thématique sur laquelle nous on travaille sur la question des fournitures de matériaux, c'est d'essayer de consolider un prix qui intègre tout pour pouvoir, in fine, comparer et présenter au maître de l'ouvrage ce comparatif en fait de prix entre du neuf et du réemploi. Et donc sur ces WC-là, on a sorti un prix hors taxe à 185 francs la cuvette. Voilà. Je vous laisserai voir combien ça fait en comparaison au neuf, mais on est en dessous du neuf et on est concurrentiel. Merci. Ouais. Plusieurs compléments, alors peut-être assez... oui, je pense effectivement que le 1%, il dépend vraiment de qu'est-ce qu'on met dans ce 1%, parce qu'on peut faire un projet où on intègre du réemploi avec un seul élément et ça représente quelque chose de très marginal. C'est ce que je voulais justifier, mais à partir du moment où on s'engage de façon pleinement dans un projet complètement de réemploi, donc Sophie suit le projet de la Coda que l'on a montré tout à l'heure, c'est vrai que ça implique des pourcentages peut-être plus élevés. Et après, il y a aussi, qu'est-ce qu'on compare? Alors, Julien a parlé de dalles que l'on met au sol en comparaison d'un gravier libre. Quand on trouve un parquet en chêne massif et qu'on le pose après, effectivement, il va être plus cher qu'un parquet un peu bon marché qu'on peut trouver sur le marché. Après, il faut comparer les choses pour des choses équivalentes pour en sortir des ratios de comparaison. Peut-être que le parquet en chêne durera plus longtemps. Benoît ? Bonsoir Sophie. Si on le met en négatif un petit peu ce 1%, si on le lit sous forme concave, en fait, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez de réemploi. Tout simplement. Parce que sur les projets qu'on a rencontrés, ça veut dire qu'on s'est intéressé à un élément, 3 éléments au maximum sur l'intégralité du bâtiment. C'est pour ça qu'on a aussi un chiffrage aussi bas que ça. Ça, c'est la vision un peu négative de ce point-là. L'autre chose, c'est une manière d'y répondre, c'est ce qu'on fait actuellement, en fait. C'est présenter un certain nombre de projets, présenter des protocoles, présenter des solutions, présenter des mises en œuvre. Tout simplement pour gagner du temps aux concepteurs aujourd'hui en se disant voilà, comment un tel ou un tel a fait. Est-ce que j'ai moyen de me baser là-dessus pour repartir, pour pas réinventer la roue tous les jours en fait, tout simplement. Et ça, c'est un gain de temps. Et c'est pour ça qu'on a essayé de le documenter et c'est pour ça qu'on essaye de le diffuser en fait. Merci. Je complète juste rapidement, mais nous sur nos projets, on n'a jamais eu un surcoût lié au réemploi. Les maîtres d'ouvrage, ils nous challengent là-dessus. On ne peut pas, alors peut-être on n'a pas la casquette architecture, on arrive à vendre le réemploi architectural, mais du côté des structures, si c'est plus cher qu'une solution équivalente neuve, elle ne passe pas. Et du coup, à chaque fois, on doit se justifier. Et il faut trouver la bonne solution, le bon sourcing aussi avec le bon prix qui permet de faire passer la solution. Mais en général, on est à coût équivalent, voire moins cher. Donc les premiers à
vous posez cette exigence, c'est souvent les maîtres d'ouvrage et vous, dans plein des cas, vous Oui, trouvez la solution. Ouais, sur le boulodrome de Renan, il y avait l'idée de faire un dallage parce qu'effectivement on en a vu pas mal et puis c'est séduisant, mais tout de suite on a été challengé sur les coûts et on n'a pas pu prouver que le dallage allait remplacer la solution pour le coup avec du gravier. Et du coup, on a bifurqué sur les murs et là on a pu faire l'analyse économique et sur les murs on arrivait à être compétitif. Mais il faut vraiment à chaque fois trouver la bonne solution et surtout pas faire trop compliqué. Faire des solutions de remise en œuvre qui soient extrêmement simples avec des coûts très directs, on va dire, très simples. Merci. Merci beaucoup. Oui, C'est bonjour. Petite question. Juste Oui, pardon. Présentez-vous, s'il vous Oui, plaît. Monsieur Carmas, bureau Alter Ego. Concernant la reprise de structures existantes, concernant les essais, je voulais savoir si vous devez faire un essai sur chaque élément, notamment pour une structure métallique, par exemple. Est-ce que vous faites des essais sur chaque élément, ou est-ce que vous faites des sortes de sondages et vous extrapolez les résultats sur toute la structure? Comment ça se passe concrètement? Il y a souvent une partie d'extrapolation, on ne va pas forcément tester tous les éléments, surtout si on voit qu'ils viennent du même lot. Parfois sur les profilés métalliques, il y a écrit la qualité et la résistance dessus, donc ça permet aussi des fois d'aller plus vite. Mais typiquement sur le chantier l'extension de la manufacture, on a fait des essais. Et puis on a quand même réduit un petit peu, on a été un peu conservateur au niveau de la résistance, mais on a fait des essais qui nous permettent de caractériser en fait les lots qu'on a utilisés. Et sa mécanique, mais aussi cette pollution, il faut y penser. Typiquement, ces profilés-là, ils s'étaient plombés, donc on a dû trouver des solutions pour ça. Mais encore une fois, au niveau des coûts, on était, je pense, moins cher qu'une structure neuve. Et ça, je dirais que le mérite vient peut-être plus à l'optimisation structurelle qu'au réemploi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la structure, mais elle est extrêmement fine. Dès qu'on a pu réduire les profilés, on l'a fait. Toutes les diagonales, c'est juste des fers plats. Il n'y a pas une soudure non plus. Ça aide aussi à éliminer un petit peu les coûts. C'est que des assemblages boulonnés, avec aussi cette idée de réversibilité. Mais je pense qu'il y a plus à gagner au niveau de l'optimisation structurelle qu'en le choix entre réemploi et pas réemploi, en réalité. Merci beaucoup. Je fais un très rapide complément. Je pense qu'un des enjeux qui est partagé de ce que j'entends là, des différentes questions, c'est de vraiment pouvoir partager aussi les retours d'expérience et la connaissance du réemploi. On travaille sur la mise en place, entre autres, de sortes de guides méthodologiques qui permettent justement de formaliser et de partager tous ces sujets qui portent sur les lots structures, sur les lots installations techniques, etc., de façon à ce que certaines questions, mais il y en aura forcément d'autres, en tout cas certaines questions qui ont déjà été posées, sur lesquelles il y a déjà eu des réflexions et des avancées, puissent être partagées. Merci. Donc on arrive gentiment au bout. On a encore, en tout cas, une question qui a été posée. On ne veut pas vous retenir toute la nuit non plus ici assis. Mais donc il y a une question ici. Oui, merci. Rafa Salah, bureau ATBA. J'avais une question concernant le stockage. Donc on a entendu Morgane parlant du flux tendu à Matérium, et puis Séraphin qui parlait de dans le PAV cette quantité de matériaux qui vont devoir être subir la démolition. Et je voulais savoir s'il y a des projets portés par les SIG ou plus généraux qui porteraient sur le passage à une échelle plus grande en termes de volume de ressourcerie, qui permettrait peut-être à une échelle plus régionale de répondre aux besoins des chantiers. C'est pour moi, j'ai entendu, mais il y a Charlotte Jacquot qui est juste là, donc je pense qu'elle est encore plus à même de répondre que moi. SIG en tant que tel, j'aimerais pouvoir répondre que oui, mais on n'a pas cette. Il n'y a pas un peu de place chez SIG pour stocker des non? Je suis sûre qu'on peut trouver de la place quelque part, mais c'est pas dans les cartons, en tout cas, des projets malheureusement qu'on mène. On essaye pour faire une petite parenthèse, mais je pense vraiment, Charlotte, ce serait à toi de répondre. De pouvoir en fait avoir on a démantelé par exemple pour des problèmes aussi techniques, on a dû démanteler une partie de stations, de production photovoltaïque, et c'était des panneaux qu'on voulait réemployer, donc on a effectivement su trouver une solution intermédiaire de stockage pour que ça puisse être réutilisé par la suite. Mais on n'a pas cette approche systématique. Je sais que Ville de Carouge, ils ont mis ça aussi dans leur plan climat cantonal, de mettre en place justement des
des espaces de stockage entre guillemets mobiles selon là où se situent les chantiers, pour pouvoir justement permettre d'avoir justement de l'espace pour mieux valoriser les matériaux. Mmh. Oui. Tania, on parlait du PAV tout à l'heure. Je pense que ça, c'est aussi une opportunité, une grande opportunité de pouvoir peut-être trouver des lieux de stockage en cœur de ville. Et effectivement, je pense que c'est un des nœuds de capacité à changer d'échelle avec le réemploi. De trouver vraiment des zones de stockage importantes sur le territoire régional. Puisque Charlotte Jacot était nommée, on va lui passer le micro pour peut-être un complément. Bonsoir à tous. Donc Charlotte Jacot, responsable du développement durable au PAV. Quand on s'appelle Jacot, on aime bien l'économie circulaire. Ça, c'est peut-être pas un mythe, c'est une réalité. Ensuite, il y a un mythe, c'est qu'il y a beaucoup de place au PAV pour stocker. C'est pas vrai. C'est un grand projet, mais c'est un projet qui est occupé par de nombreuses entreprises et qui bougent très vite. Donc on n'a pas tant de disponibilité que ça. Ou en tout cas, si on doit les trouver, il va falloir qu'on les organise. Après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Le PAV, en tout cas la fondation du PAV, se dotera prochainement d'une politique de durabilité. Et il y a plusieurs axes, parce que c'est vaste, durable. Mais donc il y a évidemment la question climatique, avec des questions de CO2 équivalent par mètre carré par an. Mais la question des ressources aussi, c'est un axe important. Donc oui, c'est une opportunité, le PAV, pour qu'on aille plus loin dans la manière de construire avec moins d'intensité carbone, mais aussi avec moins de matériaux vierges. Voilà. Donc après, on sera très pragmatique, c'est les projets qui feront aussi les solutions. Et puis, on aura toujours une approche très globale des choses. Et puis parfois, réduire la masse ou optimiser les structures et la conception, c'est quand même super important à la base, puisque c'est au moment de la conception et du design qu'on réduit le plus l'impact. Et puis parfois, il y a des solutions plus en bout de course, dont le réemploi, entre autres, qui seront toujours très bienvenus. En tout cas, le sujet est plus que d'actualité. Il y a beaucoup de conférences sur le sujet. Il y en a beaucoup au PAV, et puis on espère qu'il y aura aussi beaucoup de projets. On compte sur vous, en tout cas, concepteurs, ingénieurs, pour arriver avec plein de bonnes idées pour les maîtres d'ouvrage du PAV. Merci. Benoît ? Pour le moment, il n'y a encore rien de public pour répondre à la question. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours, rien qui a abouti à mes connaissances. Néanmoins, un levier qui n'est pas inintéressant. On a discuté avec pas mal de propriétaires de grands parcs immobiliers. Et tout simplement, eux, ça les intéresse de faire du stockage en interne. Voilà. À partir du moment où vous avez suffisamment de volume, il y a un intérêt à trouver un moyen de stocker vous-même et à le réinsérer dans votre propre parc. Donc les premières cibles, quelque part, si vous voulez, en maîtrise d'ouvrage pour aller faire du réemploi, c'est éventuellement des gros propriétaires immobiliers. Merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de cette conférence discussion. J'aimerais dire que ça a été filmé, donc si tout va bien, si la technique suit, vous pourrez retrouver la version filmée de ces discussions pour les personnes qui n'étaient pas là, ou si vous voulez la diffuser auprès de vos collègues. Il y aura aussi une petite synthèse. Et puis vous avez certainement encore peut-être des questions pour les intervenants ou des besoins de discuter entre vous. C'est pour ça qu'on a prévu une verrée donc, qui est servie dès à présent juste à la sortie de l'auditoire. Mais avant ça, j'aimerais remercier chaleureusement nos intervenantes et nos intervenants de ce soir. Merci beaucoup pour votre temps et pour la passion que vous mettez sur ce sujet. Je crois que ça a été bien partagé. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc on vous retrouve pour la verrée à la sortie. Merci d'être venus nombreuses et nombreux à cette conférence.